toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce troisième volet des webinaires de l'association Les Jeudis de la FPPE. Ces webinaires rencontrent un très vif succès sur nos médias. Merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas à soumettre vos communications au siège de l'association à l'adresse indiquée ci-dessous, siège.so@afppe.com. Toujours avec comme objectif l'amélioration et l'actualisation des connaissances, ce troisième webinaire s'intéresse à une technique d'imagerie en coupe, toujours en évolution, le scanner. D'une durée d'environ 2 heures, ces webinaires sera rythmé par des communications de manipulateurs et de partenaires sur l'actualité scanographique. Un grand merci donc à Xavier Pinault de Bordeaux qui évoquera le scanner hépatique double énergie et son questionnement sur le devenir de l'acquisition sans injection. Puis M. Benjamin Thieria de Nancy nous parlera, lui, de l'assistance, l'automatisation et l'intelligence artificielle dans le cadre du coroscanner. M. Alfredo Cantarina de la PHP fera un retour sur le Covid-19 et le TDM. Et enfin, Mme Sandrine Payen d'Amiens nous apportera un point sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des images scanographiques. Merci à eux pour leur participation et leur communication qui mettent en valeur le travail de la profession et nous permettent aussi d'en bénéficier. Entre ces présentations, vous retrouverez les communications de nos partenaires en lien avec la technique scanographique ou l'univers de l'imagerie. En fin de séance, vous pourrez poser vos éventuelles questions par l'intermédiaire d'un chat. La programmation des webinaires à venir se poursuit. Vous retrouverez les thématiques du manipulateur et les évolutions de la profession en mars, en avril l'IRM et en mai la radiologie interventionnelle. Ces webinaires sont en libre accès sans inscription sur le site de la FPPE, en simultané sur le Facebook Live. Alors n'hésitez pas à nous suivre nombreux, en direct ou en différé. Un grand merci une nouvelle fois aux intervenants qui, par leur contribution, permettent de faire évoluer nos pratiques et aux partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Chacun d'entre vous a sa place et peut apporter sa contribution. Une nouvelle fois, si vous appréciez ces communications de vos collègues et le travail des bénévoles de l'association pour ces propositions, alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir en adhérant à la FPPE. Un simple geste pour toute la communauté, c'est tous ensemble que nous ferons évoluer notre profession. Une très bonne séance à tous et à très bientôt. Bonjour, Xavier Pinault, je suis manipulateur au CHU de Bordeaux et je vais vous parler de scanner hépatique en de l'énergie et de reconstruction virtuelle sans contraste. Le scanner hépatique est responsable de doses d'exposition importantes pour les patients parce que les examens sont répétés, en particulier dans le cadre de suivi oncologique, et parce qu'il nécessite toujours plusieurs passages sans IV, artériel, portal, éventuellement tardif. Alors la de l'énergie permet de générer des séries virtuelles sans injection à partir de séries injectées. Et substituer une acquisition sans IV par une série VNC proposerait une réduction de dose significative pour les patients.
Les études réalisées sur des générations précédentes ont montré des résultats qui étaient insuffisants par soustraction incomplète du produit de contraste ou présence d'artefacts liés à la technique particulièrement gênants pour le diagnostic. Les scanners double source de troisième génération proposent des améliorations techniques qui permettent de repousser certaines limites, comme par exemple les filtres éteints ou les dernières générations de reconstruction itérative. Et donc on est venu à se poser la question, est-ce que c'est applicable dans notre centre et est-ce qu'on peut vraiment se passer de l'acquisition sans injection? Donc l'objectif principal de notre étude est d'évaluer la qualité image des séries virtuelles sans contraste par rapport aux séries réalisées sans injection. En objectif secondaire, on se propose d'évaluer la performance de la soustraction par des mesures de densité spontanée dans le parenchyme hépatique, d'évaluer le gain potentiel en dose d'exposition si on éliminait la série pré-contraste et de mettre en évidence d'éventuelles limites et artefacts qui seraient liés à la technique. Donc notre étude rétrospective monocentrique a porté sur 20 patients consécutifs adressés dans notre centre pour scanner hépatique multiphasique et tous réalisés sur un scanner somatome force. Les acquisitions sans IV portale et tardive étaient réalisées classiquement à 120 kV avec une charge adaptée au patient. Et c'est l'acquisition artérielle qui est réalisée en 2 énergies avec un couple 90 et 150 kV avec filtre éteint pour une dose d'exposition équivalente à une acquisition 120 kV. Donc la dose totale de l'examen était similaire au protocole historique. Pour les reconstructions de l'énergie, elles sont réalisées de manière complètement automatisée sur le serveur Sigmovia avec un flux de travail spécifique du foie, liver Vinci. Cet algorithme propose une décomposition à 3 matériaux, eau, iode, graisse. Plusieurs séries sont générées de manière complètement automatisée. On a d'abord la série sans injection, une série artérielle mixte qui donne un rendu équivalent à une acquisition 120 kV, une cartographie d'iode, le virtuel sans contraste qui nous intéresse ici et une série complémentaire mono-énergétique à 40 kV. Pour l'analyse qualitative, 2 radiologues seniors ont évalué la qualité globale des séries sans IV et VNC à l'aide d'un score à 5 niveaux, allant de médiocre à excellente qualité image, de 1 à 5. Un score supérieur ou égal à 3 est jugé suffisant pour le diagnostic. Les observateurs ont également relevé des éventuels artefacts sur les images. Pour l'analyse quantitative, des ROI ont été placés dans le parenchyme hépatique afin de relever les densités spontanées sur les séries sans IV et VNC. Pour l'évaluation de la dose d'exposition, on s'est servi des relevés des PDL sur le rapport de dose du scanner. Au niveau des résultats, donc, on remarque tout de suite des qualités images qui sont significativement inférieures sur la série VNC par rapport au sans IV, avec une médiane à 3,2 versus 4,2 pour un observateur et 3,2 versus 4,9 pour l'autre observateur. Donc ces différences sont toujours significatives. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que la majorité d'examens a une qualité image supérieure ou égale à 3, donc suffisante pour le diagnostic. Seuls 3 cas ont été jugés insuffisants au regard de la question. L'analyse quantitative des densités spontanées a montré des densités de 61 versus 60 sur le VNC. Les différences n'apparaissent là pas significatives, avec des écarts maximum relevés à -6 et +6 UH. Donc ça traduit une soustraction complète du produit de contraste. Pour les relevés des PDL, avec l'acquisition sans injection, on a un PDL médian à 979 mg/cm contre 742 si on se passait de l'acquisition sans injection. Donc un gain potentiel de 25% qui apparaît ici significatif, une différence significative. Pour ce qui est des artefacts, l'artefact le plus gênant remarqué est la soustraction du lipiodol chez les patients qui ont bénéficié d'une chimio-embolisation. Des soustractions partielles de lésions calcifiées, des contours flous sur certains organes et des lésions extra-hépatiques moins bien identifiables.
On note par contre une diminution d'artefacts de durcissement sur les séries VNC en regard des prothèses ou clips chirurgicaux. Donc la qualité image sur les séries virtuelles sans contraste apparaît significativement inférieure aux séries sans injection, mais reste diagnostique dans la majorité des cas. Les mesures des densités Hounsfield dans le foie ne montrent pas de différence significative, ce qui traduit une soustraction complète du produit de contraste. C'est un phénomène qui diffère par rapport aux études réalisées sur des générations précédentes ou sur d'autres techniques de l'énergie. Les mesures des densités dans d'autres organes peuvent, elles, différer, et ça, c'est en lien avec la spécifique ici, qui est un algorithme dédié aux algorithmes de traitement. Bien entendu, en termes de Oui, c'est déjà dans l'ordre chronologique, on va pas prendre le temps. Ah, c'est en haut, c'est bon. Ça pas changé d'ordre. C'est pas changé d'ordre. la qualité Non, donc inférieure pour le VNC, on a eu des boules, c'est non pour le diagnostic du on a dit quelque chose de boule, mais ça, c'est une épée. comparable sur les séries VNC et sans IV. Scanner. Métastatique et qui a bénéficié d'une chimio-embolisation lipiodolée. On remarque sur cette image la présence du lipiodol sur le sans injection, qui n'est pas du tout visible sur la série reconstruite VNC. Donc, l'examen a été jugé insuffisant pour le diagnostic, en particulier pour ce phénomène de soustraction du lipiodol. C'était son 13e scanner, ce monsieur. Ensuite, un autre patient suivi pour cholangiocarcinome. Et là encore, la qualité image est inférieure à 3 versus 4, mais reste diagnostique sur le VNC. On peut noter sur les images de gauche donc la présence d'une petite calcification pancréatique sur le sensivé qui n'est pas visible sur la reconstruction VNC. Et au contraire, sur l'image de droite, des artefacts en regard de la prothèse biliaire qui sont moins présentes sur la série VNC. Une économie de dose de 24% chez ce patient, et c'était son 11e scanner. Sur cet autre exemple, un patient là encore suivi pour cholangiocarcinome, la qualité du VNC a été jugée à 3 versus 5, donc très inférieure au sans IV, mais reste diagnostique. On a en particulier des images d'hyperdensité sur cette lésion du foie qui ne sont en fait pas présentes sur le vrai sans IV et qui correspondent à un angiome hépatique, donc qui a été caractérisé car on a l'artérielle, le portal et le passage tardif. Et surtout, ce patient a l'historique. C'est son scanner. Et donc, cette lésion a déjà été caractérisée par le patient. C'est pour ça que vous m'entendez à moi? De qualité suffisante pour le diagnostic. Non, mais je ne parlais pas. C'était son premier bilan. Oui, parce que là, je suis devant le PC, je suis tout seul, je parle avec vous, quoi. Donc, en conclusion, la technique apparaît réplicable pour certaines indications et propose une économie de dose significative pour le patient, en particulier dans les suivis oncologiques avec des examens répétés. Une connaissance préalable de ces artefacts liés à la technique apparaît indispensable, et on a aussi un apport complémentaire des séries en carte diode et monoénergétique 40 ou 50 keV. On a par contre certaines indications qui sont à éviter formellement, donc les premiers bilans oncologiques lorsque les lésions doivent être caractérisées formellement, les suivis post-chimio-embolisation et les contextes aigus. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Benjamin Thiriat, manipulateur au CHRU de Nancy. Je vais vous présenter un diaporama sur le thème de l'assistance, l'automatisation et l'intelligence artificielle à travers un retour sur le coroscanner. L'introduction d'abord, le coroscanner permet une analyse fine des structures cardiaques, les coronaires ou les valves. C'est un examen de routine mais nécessitant une attention particulière avec sa complexité. Il y a une place croissante dans le diagnostic et le suivi des pathologies cardiaques, puisqu'il vient concurrencer petit à petit la coronarographie. C'est un examen qui bénéficie d'avancées technologiques constantes, de par l'évolution proposée par les constructeurs, mais aussi grâce à l'intérêt que suscite cet examen. Donc, le scanner, tout d'abord, dans notre service, va être réalisé sur un scanner Evolution CT de chez General Electric, 256 canaux, permet une acquisition cardiaque en une seule rotation grâce à sa collimètre maximale de 16 cm et un temps de rotation de 0,28 secondes. La préparation du patient, bien évidemment, l'hygiène, la tenue, prévoir le fait qu'il y a un gating, donc un accès au sternum facilité, les contre-indications usuelles, la grossesse avec le canal, les contre-indications par contre qui vont être spécifiques au coroscanner, donc là c'est le bloc ventriculaire et l'hypotension sévère, qui vont pouvoir impacter la prémédication mise en place par la suite. La pose d'une VVP compatible avec un débit d'injection élevé, donc un cathéter de type vert ou rose, 18 ou 20 gauge. Et enfin, des explications qui vont être vraiment très importantes pour le patient. On explique comment va se passer l'examen, ça va chauffer, de quelle façon on va bloquer la respiration, ce qu'on va lui faire. Un patient qu'on va rassurer et qui va arriver serein dans la salle d'examen en sachant ce qui m'attend. Un patient qui va être calme, avec une fréquence cardiaque plus basse, qui limite le risque d'examen non contributif. L'installation du patient se fera en décubitus avec les bras relevés. Pour la mise en place d'une ECG, nous avons deux modèles possibles, avec soit des électrodes au niveau du sternum, soit des électrodes positionnées au niveau des clavicules. On va conditionner le choix sur les habitudes de service, bien entendu, mais aussi le fait que le patient ait été opéré ou non avec une cicatrice sternale. On s'assure du bon contact des électrodes, de leur impédance et de l'orientation des câbles afin d'avoir un signal correct et non parasité. L'orientation des câbles, qu'il soit bien parallèle à la table d'examen et non perpendiculaire. Des câbles perpendiculaires vont pouvoir artefacter à l'interaction avec le tube qui va tourner avant. La prémédication se fera avec dans un premier temps de la trinitrine, par exemple le Natispray, avec une bouffée sublinguale. L'objectif de la trinitrine va être de dilater les artères coronaires et réduire le retour veineux cardiaque. Et dans un deuxième temps, si nécessaire, l'injection de bêta-bloquants. Par exemple, le Brétibloc, qui se présente en entier, avec une injection veineuse lente, qui permet de réduire et stabiliser la fréquence cardiaque dans le cas de patients qui auraient une fréquence cardiaque trop importante. Le gating, bien évidemment, la clinique qui permet de synchroniser l'acquisition avec la fréquence cardiaque du patient, qui est basée sur la détection des ondes R. Donc, il est très important de faire attention au choix de la dérivation. L'idée, ce n'est pas d'avoir un signal comme sur l'image qui est du moment actuellement, mais d'avoir un signal des ondes R. Et même si elle peut être négative, elle peut avoir une forme particulière. Donc, c'est qu'elle soit bien repérable. Il n'y a pas de confusion possible avec les autres pics. Le gating, deux phases d'intérêt, une phase de l'immobilité coronaire et finale. La phase à 40% du cycle, qui peut correspondre à la télésystole, avec un plateau d'immobilisation qui est court, qui est constant, peu importe la fréquence du patient. Et enfin, à 75% du cycle, une onde R et une autre, la mésodiastole, qui va avoir un plateau plus long, mais uniquement si la fréquence cardiaque du patient est faible. Plus on va monter, plus c'est. Parfois, ça va devenir étroit ou à disparaître. Le choix de phase se fera selon l'indication. Si on a besoin que d'une seule phase,
les phases, par exemple, de l'analyse du valve, selon la fréquence cardiaque du patient, bien évidemment. Elle va se régler avant l'acquisition pour le mode prospectif, avec des reconductions possibles à n'importe quel moment du cycle, si on a fait une acquisition, et l'acquisition en mode rétrospectif, qui, elle, par contre, engendrera une reconstruction qu'on devra choisir, vu qu'on aura acquis tout le cycle dès le début. L'injection, enfin, se fera avec 50 cc pour les contrastes, par exemple, de service, un bolus pulsé avec une sorte biologique à 5 cc secondes. On utilisera un système de détection du bolus avec des régions d'intérêt, une région d'intérêt au niveau de l'artère pulmonaire et une autre dans l'aorte ascendante. L'idée, c'est qu'on va mettre le patient en apnée quand le bruit de contraste commencera à arriver dans l'aorte ascendante et qu'on réalisera, on déclenchera l'acquisition au moment où notre aorte ascendante sera en pleine phase d'ascension et l'artère pulmonaire en phase de décroissance. Donc au moment où les deux courbes se croisent. Enfin, venons-en à l'assistance, l'automatisation et l'instrumentationnel. Quel besoin dans le coroscanner? Avant l'acquisition, le choix des phases cibles. Pendant l'acquisition, la détection d'une éventuelle arythmie. Et enfin, après l'acquisition, l'amélioration de la qualité d'image. Donc, soit l'amélioration globale à l'aide de l'intelligence artificielle, soit la diminution du flou ou le choix de la meilleure. Donc, dans un premier temps, le choix des phases cibles. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'auto-gating scanner que nous possédons. Un ajustement automatique des phases actives selon la fréquence cardiaque du patient. Donc, les paliers et les phases associées seront paramétrés en amont. Et suivant le type de tracé qu'on va avoir avec la phase du patient, le scanner va nous proposer, par exemple, de soit prendre la phase à 75%, soit de prendre les deux phases, par exemple, dans le cas d'un rythme irrégulier ou élevé. Donc, tout ça, ça va se paramétrer avec l'aide des référents qui travaillent en partenariat avec l'ingénieur d'application et les attentes médicales. La détection d'une arythmie se fera pareil avec un soft qui va analyser la fréquence cardiaque, par exemple ici le Smart Arrhythmia Management, et qui va permettre la réalisation d'une deuxième acquisition et variation subite de la fréquence cardiaque au moment de l'acquisition. L'avantage, c'est qu'on sera sûr d'avoir une des deux phases qui sera analysable. L'inconvénient, c'est que par contre, on multiplie la dose par deux. Bien évidemment, cela, c'est des options à activer. Enfin, pour la correction du mouvement du coronaire, il y a ce qu'on appelle les algorithmes, snapshot keys, qui permettent de faire compenser les mouvements présents sur les images. Donc, l'idée, là, par exemple, ça va être, dans le cadre d'une acquisition 75%, de faire une acquisition sur la phase, qui correspond à l'intervalle de 140 millisecondes, mais de l'élargir en prenant davantage de données. Pour expliquer une acquisition sur 280 millisecondes, ça nous permet de reconstruire une phase à 75%, mais aussi deux phases de faculté, par exemple à 71 et 78, et avec ces trois phases acquises, qui représentent donc davantage de données, on va reconstruire une seule phase où on va pouvoir compenser l'éventuel flou coronaire présent. Donc, tout ça en rendu l'image pour que ce soit plus parlant. Donc, sur la gauche, nous avons par exemple la coronaire droite qui est interprétable, complètement floue, et qui va être compensée, de droite, par le snapshot. Idem sur les images que nous voyons un peu plus à droite. Nous avons la coronaire gauche, par exemple, qui est complètement scindée et qui va redevenir longiligne grâce à la correction informatique. Il y a du choix de la meilleure phase a posteriori. On va avoir des logiciels qui vont permettre d'analyser les phases et pouvoir choisir la meilleure. Par exemple, ici, le SmartPhase va rechercher automatiquement la meilleure phase par analyse du mouvement coronaire sur les différentes images. Donc, ce qui va se passer, c'est que des données qu'on a acquises, on va reconstruire avec un faible incrément, 8% de données RR. Il va y avoir une analyse d'image à image qui est faite afin de déterminer quelle est la phase parmi toutes qu'on a acquises où les coronaires sont le plus immobiles. Tout ça, ça se fait en tâche de fond, la reconstruction secondaire. Donc l'idée, c'est que par exemple, dans une acquisition qu'on a ciblée autour de la phase à 40%, ici, les reconstructions qui sont faites, et le choix d'une phase à 41%, par exemple, c'est de meilleure qualité que la phase nominale qui aurait été reconstruite à 45%, par exemple. L'intérêt de ça, c'est que c'est un gain de temps médical et paramédical. Si ce n'est pas de temps, le médecin doit reconstruire, analyser, se dire ce n'est pas bon, recommencer, etc. Donc là, par exemple, on va gagner 2 fois plus de temps. Et tout ça en tâche de tout. Ça ne parasite pas du tout. Enfin, l'intelligence artificielle, qui va permettre une amélioration globale de la qualité d'image, par exemple, donc, il va être un Deep Learning Based Image Reconstruction, qui est la dernière avancée technologique majeure. L'intelligence artificielle, selon le constructeur, c'est ce qui se fait actuellement en termes de temps. C'est l'avenir de la reconstruction et ça permet évidemment une réduction de la dose. Le principe, c'est qu'on va construire un réseau neuronal apte à traiter les données actives. On va bien évidemment entraîner ce réseau neuronal à l'aide de données sélectionnées pour l'apprentissage. Par exemple, dans le cas de Trinity, des images en rétroprojection filtrée réalisées sur fantôme avec haute dose, ou d'images en rétroprojection filtrée clinique et de grande qualité. On va entraîner ce réseau à la reconstruction pour pouvoir l'appliquer ensuite à la routine clinique.
Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui va uniquement la reconstruction des images et qui va faire que ça. Donc les apports de cette intelligence artificielle, ça va être une diminution du bruit sur l'image, mais également une amélioration du contraste. Ça va permettre une analyse fine des coronaires, vraiment faciliter de la lumière, ou par exemple l'étude des plaques non calcifiées, qui était avant. Ça va permettre une diminution importante de la dose avec des PDL qui sont par exemple inférieurs à 100 mg/cm en mode prospectif. On rappelle le NRD à 375, par qui va être de qualité optimale. Donc on peut encore même dégrader, ce qui va permettre soit de travailler à dose constante avec une qualité exceptionnelle, soit de diminuer les doses afin de trouver le bon compromis. Bien évidemment, ça n'a aucun impact sur le workflow. En reconstruction, là n'a pas à paramétrer de l'activité. Donc, dans le cas présent, il y aura 3 niveaux d'intensité pour activer en tant que reconstruction secondaire. On fait sur le même mode que littéral. On va voir précis. Donc, les résultats, vous voyez ici, les artères coronaires débruitées, un bruit qui est toujours présent mais très réduit, et avec une qualité d'image optimale qui permet vraiment l'analyse des plaques tout au long du dessin. Donc, en conclusion, pour revenir sur le coroscanner, c'est un examen qui est toujours pointu, avec de nombreux écueils possibles. Vous voyez parce qu'il y a patient, une mauvaise AP, une mauvaise action, des choses comme ça, et qui va être facilité par la technologie, notamment sur le choix des phases. Pour une présence médicale qui serait limitée, on va pouvoir compenser ce manque de produits par une automatisation suivant les cas. Une irradiation qui va être en baisse constante, grâce au mode prospectif, bien évidemment, mais aussi à la diminution des examens de qualité qu'il va falloir recommencer pour des problèmes qui seraient d'origine mesurée. Bien évidemment, l'intelligence artificielle qui va augmenter la qualité d'image, ça permettra de rattraper d'éventuelles injections qui seraient moyennes, qui auparavant auraient été délétères. On va pouvoir récupérer de l'information et pouvoir largement se contenter de ça au lieu de recommencer. Bien évidemment, tous ces outils de l'utilisation de l'intelligence artificielle sont amenés à prendre une place importante par notre pratique quotidienne. Et cet examen en particulier, grâce à une qualité d'image et une finesse croissante par la relation de la qualité d'image. Ce qui va faire que cet examen va correspondre en complément ou concurrencer la coronarographie sur certaines indications, notamment le bilan coronaire, avec l'avantage de ne pas être invasif et l'inconvénient de ne pas pouvoir faire de traitement. Donc, par contre, il est important de terminer sur cette notion, c'est qu'il y a quand même un rôle humain très pondérant et irremplaçable, comme c'était les uns ou les autres, à travers le coaching du patient, mais aussi la réalisation de l'examen, parce que l'esprit humain va être capable de faire face à des choses qui vont venir interférer, telles qu'un problème au niveau de l'injection, un patient qui bouge, mauvaise apnée, des choses comme ça. Tout ça, nous, on va être capable de prendre des décisions là où, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à l'automatisation. C'est important de savoir accepter cette technologie et de l'accompagner, de bien la paramétrer. Travail entre les référents, la sphère médicale et les ingénieurs d'application, et que tout le monde cohabite dans cet ensemble afin de pouvoir obtenir la meilleure prise en soin du patient possible. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, je m'appelle Alfredo Cantarina, je suis manipulateur à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, hôpital qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La présentation de ce soir est la deuxième partie de la Covid-19 au scanner. La première partie avait été faite lors du premier webinaire organisé par la FPPE en décembre. Ceci étant, nous allons revenir très rapidement sur cette première partie pour ceux qui n'étaient pas là en décembre, où on va présenter le scanner thoracique et notamment le scanner thoracique low-dose, l'évolution de la prise en charge au cours de ces différentes vagues de la Covid-19. Puis surtout, nous allons nous attarder sur des cas cliniques qui vont illustrer l'utilisation du scanner, son apport au cours de ces vagues, et nous terminerons par une conclusion comme il se doit. Pour parler du scanner thoracique et revenir, pour ceux qui n'étaient pas là initialement, donc en décembre, cette publication faite par des Français qui montrait que l'utilisation du scanner thoracique pour le diagnostic initial et le triage des patients suspects de la Covid-19 avait été un véritable succès. Nous nous étions attardés surtout sur le versant du scanner thoracique low-dose. Alors, qu'est-ce qu'un scanner thoracique low-dose ? Il faut savoir que en France, les NRD de 2019 nous parlent d'un PDL de 350 mg/cm pour un scanner thoracique. Donc, le scanner thoracique low-dose est lui aux alentours de 100 mg/cm. Et lorsque l'on parle de scanner thoracique ultra low-dose, c'est lorsqu'on a des chiffres inférieurs à 20 mg/cm pour le PDL.
comment peut-on faire du scanner low dose? Nous l'avions présenté. Donc, on peut baisser la tension et l'intensité, mais il y a une deuxième façon qui avait été retenue chez nous à Bicêtre, qui est le fait de faire de la basse dose à haute tension, c'est-à-dire que vous gardez des kilovolts très élevés et vous utilisez des masses très faibles. Cela avait 3 avantages principaux, qui étaient le fait de garder une qualité d'image assez correcte, malgré le low dose. La radioprotection était un élément important, puisque lorsque l'on travaille à haute tension, vous avez moins de doses qui se déposent à la peau du patient. Et enfin, la reproductibilité, puisque à haute tension, vous pouvez avoir une reproductibilité des examens, et ce, quel que soit le morphotype du patient. Enfin, nous avions présenté cet article qui était très intéressant puisqu'il aborde les effets d'une acquisition low dose sur les chromosomes et sur les patients. Et il avait été établi dans la conclusion de cet article que lorsque l'on réalise des scanners low dose au niveau du thorax, il n'y a pas de rupture de la chaîne d'ADN. Donc, ce qui est un point essentiel, un bon argument pour travailler avec ce type d'acquisition. Un petit retour sur les images typiques de la Covid-19 qui sont connues maintenant. Typiquement, on retrouve des plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-pleurale et à un stade plus tardif, la condensation alvéolaire. Des publications, il y en avait eu plein du fait d'utiliser le scanner thoracique low dose pour prendre en charge les patients suspects de Covid-19. Puis, il y avait eu une évolution dans la prise en charge avec le fait qu'il fallait réaliser des angioscanners pour essayer de mettre en évidence des embolies pulmonaires, puisqu'il avait été établi qu'il y avait un risque accru d'embolie pulmonaire, et ceci était dû à un état d'hypercoagulabilité en raison de l'élévation des dédimères et du syndrome inflammatoire important. Des publications françaises et autres à l'étranger portaient des chiffres qui se croisent régulièrement et qui ont établi qu'il y a des embolies pulmonaires chez 20 à 30% des patients Covid-19. Nous abordons donc maintenant les cas cliniques pour détailler un peu plus les images et prendre le temps de regarder ces images que nous avons produites en grande quantité pendant toute cette période. Alors, je tenais à dire une petite précision pour ces cas cliniques. Le but n'étant pas de jouer aux radiologues ou bien sûr de prendre la place des radiologues dans les interprétations. Le but est bien d'apporter une forme de culture dans la sémiologie et le fait de pouvoir regarder les images avec une certaine curiosité après les avoir réalisées. Donc c'était important de préciser cela avant d'aborder tous ces cas cliniques. Le premier, c'est une femme de 85 ans qui était Covid positive, qui avait une PCR positive. Et lors de son scan initial, son parenchyme pulmonaire était tout à fait normal. Donc on avait bien précisé qu'on peut avoir un parenchyme pulmonaire normal dans les 3 jours qui suivent l'infection. Vous voyez que 10 jours après, par contre, on retrouvait des images typiques de Covid-19. Donc restons toujours modestes par rapport aux images que nous produisons, puisque la vérité n'est pas toujours à l'instant T descriptible sur les examens que nous réalisons. A l'inverse, nous avons cet homme de 62 ans qui, lui, avait une PCR négative. Par contre, lors de son scanner thoracique sans injection, on retrouvait des images typiques de Covid-19. Donc, le scanner pouvait aider aussi, et comme on l'a déjà dit, pouvait aider à trier les patients, mais on voit qu'il y a eu parfois des désaccords entre le résultat de la PCR et ce que l'on voyait au niveau du parenchyme pulmonaire au scanner. Un autre cas, donc celui-là, il est fait pour illustrer l'acquisition en low dose qui était possible et que nous avons retenu dans nos pratiques à Bicêtre. Une femme de 27 ans qui avait un poumon droit compatible Covid et qui a eu un PDL de 28 mg/cm. Donc cela a été suffisant pour mettre en évidence la pathologie, et ce, malgré une baisse de la dose qui est conséquente. Ce cas clinique, donc, d'un homme de 51 ans qui avait une pneumocystose, alors là, c'était juste pour vous montrer comment les images sont inversées. Vous voyez que lors de la Covid-19, les patients qui ont des images typiques de Covid-19, vous avez cette atteinte qui est plutôt sous-pleurale et en périphérie. Et là, pour ce patient qui avait une pneumocystose, l'atteinte n'est pas sous-pleurale, les périphéries sont libres, mais vous retrouvez ce verre dépoli plutôt vers l'intérieur du poumon et non pas en périphérie. Le cas suivant est un homme de 20 ans
qui s'est présenté un week-end aux urgences, alors en pleine vague de Covid. Et lui aussi présentait cette inversion, c'est-à-dire que vous voyez que les périphéries sont libres, il n'y a pas cette atteinte sous pleurale. Par contre, on retrouve ce verre dépoli un peu partout au niveau du poumon. Par la suite, après interrogatoire et que le patient soit confié, on a su qu'il avait inhalé du poppers, qui est un vasodilatateur. Et lorsqu'on a contrôlé ce patient 5 jours après, qu'il avait retrouvé un poumon tout à fait normal, il n'y avait aucune pathologie en fait, c'était juste une atteinte du parenchyme suite à cette inhalation de poppers qu'avait faite ce patient. Là encore, une illustration de l'utilisation du scanner thoracique low dose, puisque ce jeune homme avait eu un PDL de 52 mg/cm lors de son contrôle. Un autre cas clinique tiré donc de ces multiples patients que nous avons scanographiés au cours des 2 vagues, un homme de 40 ans, alors qui pour le coup n'avait pas du tout de signes typiques Covid, mais qui avait cet aspect de miliaire, et comme disent les radiologues, cet aspect de miliaire qui peut évoquer une étiologie tuberculose. Donc on était plutôt sur un versant de la tuberculose plutôt que de la Covid-19. Un autre cas très intéressant, puisque ce patient s'est présenté pendant la nuit dans notre service de radio, donc pour faire un scanner pour suspicion de Covid-19, et la manipulatrice a remarqué ces 2 images en axial et en frontal, totalement inhabituelles, et effectivement, par la suite, on a réalisé un scanner abdominal en complément de son scanner thoracique, et ce patient avait donc un pneumopéritoine, le fait qu'il y ait de l'air dans le péritoine, suite à un ulcère perforé. A priori, il n'avait pas de Covid-19. Ce patient-ci, maintenant, qui était un homme de 29 ans, qui est arrivé lui aussi sur un brancard en plein milieu de patients Covid-19. Alors pour le coup, il n'avait pas du tout de poumon compatible Covid. Par contre, il avait un pneumothorax, comme vous le voyez, au niveau du poumon droit, un pneumothorax complet. Un cas un peu plus délicat, puisque pour cette dame de 83 ans, pour laquelle on a réalisé un scanner thoracique sans injection, toujours à la recherche ou de confirmation de Covid, eh bien, on a découvert de façon fortuite des lésions a priori d'aspect secondaire. Voilà, et cette dame n'était suivie pour aucune pathologie en particulier. Un autre cas, et là on aborde un sujet qui est parfois délicat, qui est la réalisation de scanners chez la femme enceinte. Donc vous aviez ici cette patiente qui était enceinte à 24 semaines d'aménorrhée, avait des images compatibles Covid. Je vous ai mis des petites flèches pour retrouver un petit peu ces images qui étaient moins marquées que chez d'autres patients, mais c'était pour illustrer aussi, là encore, l'intérêt de faire du low dose, à plus forte raison, devant une patiente enceinte. Et vous voyez ici que le PDL était de 87 mg/cm, donc on peut prendre en charge, encore une fois, ces femmes enceintes et réaliser des examens, comme on dit, de façon optimisée pour ces patientes qui ont un contexte clinique très particulier. Ce cas clinique pour évoquer l'âge des patients, puisqu'on a tous en tête le fait que ça soit majoritairement chez des patients âgés, que la Covid-19 se développe et peut entraîner des complications vraiment importantes. Et bien ici, un patient de 12 ans qui, malgré son jeune âge, était en réanimation, intubé, ventilé. Un autre cas, là encore, totalement différent, puisque c'était un homme de 29 ans qui s'est présenté aux urgences lors de la première vague. Alors il toussait un petit peu et il avait aussi mal au ventre. Et donc chez ce patient-là, il a été décidé de réaliser un scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis au temportal. Et effectivement, on a retrouvé un poumon gauche compatible Covid-19 et au niveau de l'abdomen, eh bien, ce patient, il avait bien l'appendice qui était inflammé et il avait donc une appendicite au même temps qu'il avait été atteint par la Covid. Un autre cas chez une autre femme enceinte chez qui on cherchait une embolie pulmonaire, donc une femme de 34 ans enceinte à 29 semaines d'aménorrhée. On a réalisé un langioscanner pour elle, donc il n'y avait pas d'embolie pulmonaire sur l'angioscanner.
Par contre, ces deux poumons, les deux côtés, on retrouvait bien des images compatibles Covid-19. Un autre patient chez qui on a réalisé un scanner thorax-abdominopelvien pour le contrôle de son cancer du côlon. Alors celui-là, je le présente pour dire et pour montrer qu'il faut rester toujours sur ses gardes, puisque c'est moi qui l'ai réalisé. C'était après la première vague, courant juin, où on avait levé le confinement, etc. On reprenait en charge des patients qui avaient été oubliés pendant cette première période. Ces patients dont on a souvent parlé dans les médias et donc qui avaient été, entre guillemets, confinés eux aussi chez eux. Donc ce patient s'est présenté, il était totalement asymptomatique, il venait pour réaliser son scanner thorax-abdominopelvien dans le cadre de son cancer du côlon, et on a retrouvé des images compatibles Covid sur son thorax. Voilà, donc même quand on s'y attend pas, il peut y avoir des découvertes fortuites lorsqu'on réalise un examen, on va dire, de routine. Alors là, maintenant, on va parler un petit peu des angioscanners qui sont revenus en force lors de la deuxième vague, notamment. Beaucoup d'angioscanners pour les patients suspects de Covid-19. Donc cet homme de 82 ans qui avait une PCR positive, on lui a trouvé une embolie pulmonaire et bien sûr les poumons compatibles Covid. Donc je vous ai placé la petite flèche pour montrer l'embolie pulmonaire qu'il avait du côté droit. Et des flèches également sur les fenêtres parenchymateuses pour montrer ces images typiques Covid-19. Un autre patient de 46 ans, Covid-19, eh bien, lui, il a été atteint par la pathologie, il était Covid-19, et un mois après, il a commencé en fait à aller de moins en moins bien, et il est venu aux urgences un mois après avoir eu une PCR positive. Et c'est un mois après qu'il vient donc aux urgences chez nous à Bicêtre. On réalise un angioscanner pour ce patient et on retrouve des embolies pulmonaires bilatérales et les poumons compatibles Covid-19. Donc voilà, là c'est une image pour illustrer, un cas pour illustrer l'évolution qu'on peut avoir même un mois après alors qu'il avait passé un mois et sans grosses complications. Un patient donc de 62 ans avec une PCR positive chez qui on a réalisé un angioscanner. Là c'était pour montrer des images en double énergie. Donc un angioscanner qui n'a pas montré d'embolie pulmonaire. Par contre, le parenchyme pulmonaire était bien compatible et je vous ai mis cette image en bas à droite où vous avez la carte de perfusion, l'imagerie en iodine comme on disait, et vous voyez qu'effectivement le parenchyme pulmonaire est atteint. Donc c'était juste pour illustrer l'angioscanner que l'on peut obtenir lorsqu'on fait de l'imagerie spectrale. Enfin, ce patient hospitalisé en réanimation depuis quelque temps, qui s'est dégradé, et puis chez qui on a réalisé un angioscanner, et là encore on retrouve une embolie pulmonaire côté droit, et vous voyez que son parenchyme pulmonaire était bien compatible au Covid. En conclusion, je reviendrai sur la même conclusion que l'on avait eue en décembre, qui était que effectivement les manipulateurs et les manipulatrices sont en première ligne dans la prise en charge des patients. Le fait de réaliser des bons scanners, c'est-à-dire avec les images qu'il faut, avec la dose qu'il faut, la dose adaptée au patient, le volume d'iode injecté, réaliser de bons angioscanners, tout cela place les manipulateurs et les manipulatrices en première ligne, où ils font étalage de tout leur savoir-faire au bénéfice du patient. Avant de nous quitter, je voulais vous montrer cette image où vous allez reconnaître la silhouette de notre président qui nous applaudissait. C'est un petit clin d'œil que je fais ce soir à tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui voient cette présentation. Je vous applaudis à mon tour en compagnie de notre président Macron qui s'était déplacé sur notre hôpital il y a quelque temps. Bon, en tout cas, je suis très content d'être parmi vous ce soir et d'être manipulateur et de pouvoir avoir partagé avec vous un petit peu de ce vécu de ces deux vagues de Covid, en espérant que l'avenir soit beaucoup plus positif et souriant pour nous tous. Voilà. Merci à tous et merci à la FPPE d'organiser ces petites retrouvailles.
Bonjour à tous. Nous sommes manipulatrices radio au CHU d'Amiens Picardie et nous allons vous présenter notre travail sur l'apport de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des images scanographiques. D'abord, une introduction pour rappeler les évolutions technologiques du scanner, une présentation du scanner Révolution CT de General Electric, un rappel sur les différentes reconstructions. On vous présente ensuite l'étude réalisée avec les deux méthodes utilisées, ainsi que les résultats, et une conclusion pour terminer. En introduction, l'imagerie en rétroprojection filtrée qui pendant des années la base des reconstructions d'images en scanner, jusqu'à l'arrivée, en 2008, des reconstructions itératives qui ont permis de conserver une bonne qualité image en diminuant la dose des radiations. Depuis décembre 2018, un nouveau type de reconstruction basé sur l'intelligence artificielle permet d'améliorer encore la qualité des images sans compromis sur le temps de reconstruction. Depuis octobre 2019, le CHU d'Amiens a fait l'acquisition d'un scanner, Révolution CT de General Electric. Ce scanner possède 256 rangées de détecteurs, soit 160 mm de couverture. La haute résolution, une vitesse de rotation minimale de 0,28 secondes, les bas kilovolts disponibles, 70 kV pic, un anneau de 80 cm de diamètre. Il possède l'imagerie spectrale, la reconstruction itérative de deuxième génération, ASIR-V, et le Deep Learning Image Reconstruction, l'intelligence artificielle. Nous allons comprendre les différentes reconstructions au scanner. Tout d'abord, la FBP, la rétroprojection filtrée, où l'inconvénient est une grande sensibilité au bruit et qui a besoin de beaucoup de doses pour avoir une image diagnostique. Ensuite arrivent les reconstructions itératives de première génération, ASIR de General Electric. Après plusieurs itérations, on obtient une diminution du bruit suivant un modèle statistique. C'est un bon compromis entre dose et qualité image. Arrivent ensuite les reconstructions itératives de deuxième génération, ASIR-V, qui, à partir de données brutes, réalise une diminution importante du bruit. On obtient ainsi un modèle plus réaliste. ASIR-V permet d'améliorer les bas contrastes et de réduire les artefacts. Nous obtenons donc une très bonne qualité image et une dose moindre. Alan Turing, mathématicien, qui, dans les années 1950, s'est demandé si une machine peut devenir intelligente et agir comme un être humain. Le concept a été abandonné car l'informatique n'était pas assez puissante. L'intelligence artificielle est un domaine des sciences informatiques. Il s'agit de programmes créés pour réaliser des tâches normalement destinées à l'intelligence humaine. Le machine learning, ou l'apprentissage automatique, ce sont les machines qui apprennent, à partir de données, à acquérir des compétences, sans intervention humaine. Le deep learning, qui est basé comme le machine learning sur une grande quantité de données auxquelles on ajoute un réseau de neurones qui sont des algorithmes inspirés du cerveau humain. Le deep learning à l'imagerie médicale et à la reconstruction d'images. Le deep learning image reconstruction est la technique de reconstruction d'images produite par intelligence artificielle. Pour cette technique, on applique un algorithme de débruitage des images. L'acquisition est réalisée en basse dose, donc les images sont bruitées. On applique le délire, et on obtient des images moins bruitées, des images qui sont diagnostiques. Le délire, Deep Learning Image Reconstruction, est formé avec des ensembles de données de rétroprojection filtrée de qualité, ce qu'on appelle une banque de données DICOM, avec des examens réalisés en full dose, ce qui permet d'apprendre à supprimer intelligemment le bruit sans conséquences significatives sur l'anatomie réelle. Maintenant, on va vous présenter l'étude que nous avons. Donc, on a réalisé deux études. Une étude qualitative où on a recueilli l'avis de 5 des radiologues du CHU d'Amiens et une étude quantitative. Donc, on a comparé la qualité image, notamment le bruit, pour des examens de suivi oncologique entre les trois reconstructions, FBP, ASIR-V qu'on a appliqué à 50% et délire.
On a choisi de l'effectuer sur une série thoraco-abdominopelvienne en une hélice injectée au temps portal sur un panel de 80 patients en fonction de leur IMC. On a effectué un ROI normé de 20 mm par 20 mm dans la graisse fessière et dans le foie, qu'on a cloné à toute nos séries pour une reproductibilité optimale. Pour les résultats de l'étude qualitative, donc 5 de nos médecins radiologues de différentes spécialités au sein du CHU, du service d'imagerie du CHU d'Amiens, nous ont donné un avis sur le délire. Pour le docteur Ivet, en cancérologie, il faut se méfier lors de la comparaison des images de scanners d'ancienne génération et avec le délire, car on peut décrire des progressions tumorales qui n'en sont pas, car elles paraissent mieux visibles maintenant. Pour le docteur Renard, l'apport du délire, c'est forcément la diminution du bruit et l'amélioration de la texture de l'image, qui pour lui est beaucoup plus naturelle et qui se rapproche des reconstructions en rétroprojection filtrée. Et pour lui, on avait perdu un peu ça avec la reconstruction itérative. Pour le docteur Oquier, c'est un compromis de qualité, image et de dose qui est réussi. L'adaptation visuelle, pour elle, a été plus simple que lors de l'arrivée des reconstructions itératives. Pour le docteur Delaforge, pour lui, c'est une super qualité image, moins bruitée, moins besoin d'épaissir les coupes. Et il attend de l'intelligence artificielle de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple un calcul plus aisé des volumes tumoraux hépatiques comparé au volume simple. Pour le docteur Barin, des images nettement moins bruitées avec une dose diminuée. Pour l'étude quantitative, donc on a les résultats obtenus dans les ROI pour chaque patient et chaque série. On les a mis dans un tableau. À chaque reconstruction, on a rentré les valeurs, on a fait une moyenne par série et on a comparé les moyennes, on les a exprimées en pourcentage pour que ce soit plus représentatif. Ici, pour les patients qui ont un IMC inférieur à 25, donc on avait un panel de 25 patients, on observe qu'à chaque évolution technique, on diminue le bruit de plus en plus. Entre la FBP et la ZIR, on diminue d'environ 30%. Entre la ZIR-V et le délire, on diminue d'environ 45%. Et entre la FBP et le délire, on a une diminution d'environ 60% du bruit dans l'image. Donc ici, on a un patient avec un IMC à 25. Donc on voit ici la reconstruction FBP à ZIR-V à 50 et délire. Donc centré sur le foie pour que vous puissiez observer à l'œil nu l'amélioration de la qualité d'image. Donc, pour les patients ayant un IMC compris entre 25 et 30, on a un panel de 30 patients. On a exactement fait le même procédé que pour les IMC inférieurs. On observe une diminution d'environ 65% entre la FBP et le délire. Donc, la diminution du bruit, 65%. Donc, ici, pour un patient à un IMC de 26, donc de nouveau, FBP, AZIR à 50% et délire. Pour les patients ayant un IMC supérieur à 30, on a un panel de 25 patients. Donc, de la même manière que pour les IMC plus faibles, on observe une diminution du bruit d'environ 65% entre la FBP et le délire. Ici, un patient à un IMC à 36, toujours FBP, AZIR-V à 50% et délire. On a également effectué une étude sur la dose délivrée. Donc, on s'est basé au niveau de référence diagnostique de l'acquisition thoraco-abdominopelvienne, où la DLP est de 750 mg/cm et la CTDI de 11 mg. Donc, pour l'étude de la dose, on a relevé la CTDI volumique et la DLP pour chaque patient, dont on a fait une moyenne par groupe d'IMC. Pour les IMC inférieurs à 25 ici, on observe une diminution d'environ 40% de la dose comparé aux examens, comparé au NRD. Donc, on a une DLP de 450 comparé au NRD qui est à 750
et une CTDI d'environ 7 comparé au NRD à 11. Pour les patients ayant un IMC compris entre 25 et 30, on observe une diminution de la dose d'environ 30%. On a une DLP à 540 comparé au NRD à 750 et une CTDI à 8 comparé au NRD à 11. Pour les IMC supérieurs à 30, on observe une diminution de la dose d'environ 6%, avec une DLP à 700 contre les 750 des NRD et une CTDI à 10 contre les 11 des NRD. On observe que la diminution elle est moindre pour ces patients. Ça s'explique car on a des patients d'IMC élevés jusqu'à 38 qui dépassent de ce fait les NRD. On a comparé la dose aussi avec les antériorités des patients. Les antériorités, elles sont faites sur des scanners General Electric Discovery 750 HD ou Optima 660 qui ont tous les deux l'ASIR. On observe une diminution notable grâce au délire sur le Révolution CT et on peut même noter que la dose diminue plus lorsque l'IMC augmente. On diminue jusqu'à 40% la dose comparée aux antériorités. En conclusion, avec ce nouveau scanner, on observe au niveau des images scanographiques une réduction du bruit par rapport aux images produites par reconstruction itérative, alors que la dose est diminuée jusqu'à 40% sur les 80 personnes concernées par notre étude. Grâce au délire, il serait intéressant donc de continuer à diminuer la dose en introduisant de nouveaux paramètres techniques, tels que le bas kilovoltage qui est maintenant disponible. Les nouvelles techniques font évoluer notre métier et nous demandent à nous, manipulateurs, ainsi qu'aux radiologues, de s'adapter à ces nouveaux outils. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'elles n'influencent pas la prise en charge des patients, qui reste un point fondamental de notre métier de manipulateur. Nous tenions à remercier toute l'équipe médicale et paramédicale du service de radiologie du CHU d'Amiens-Picardie. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Margot Dima, je suis juriste expert en prévention des risques médicaux au sein du service gestion des risques de la MACSF. L'une des missions de ce service est d'analyser le risque médico-juridique propre à différentes professions médicales et chirurgicales. C'est notamment le cas s'agissant de la radiologie. Il a été créé un observatoire du risque médico-juridique propre à cette spécialité. Concrètement, il s'agit d'une base de données qui va permettre de dégager des tendances statistiques en répertoriant toutes les réclamations patients enregistrées auprès de la MACSF sur une période déterminée. Donc, aujourd'hui, l'Observatoire en radiologie recense 4 années, de 2016 à 2019. Les réclamations, ça va être quel que soit le type, ça va être toutes les réclamations civiles, pénales, amiables ou devant les CCI, et quelle que soit l'issue de ces réclamations, qu'elles soient sans suite, favorables ou défavorables. Alors, à l'heure actuelle, l'Observatoire du risque médico-juridique en radiologie recense 287 réclamations, réparties, comme je vous l'ai dit, donc, sur 4 années de 2016 à 2019, avec une mise à jour de l'année 2020 qui va arriver. Alors, l'objectif de cette analyse est de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamation qui vont nous permettre d'objectiver des vulnérabilités dans les process de prise en charge et permettre ainsi aux professionnels de santé de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation au risque, actions qu'elles soient individuelles ou collectives. Alors, certains de ces dossiers impliquent un manipulateur en électroradiologie et c'est par exemple le cas s'agissant des dossiers de chute. 14 dossiers sur l'échantillon d'études qui est de 287 réclamations impliquent la chute d'un patient avant ou après la réalisation d'un acte d'imagerie médicale. Il s'agit par exemple d'un patient de 87 ans qui est hospitalisé en EHPAD, qui va présenter des chutes à répétition. Donc, le patient va être hospitalisé pour un bilan de chute, un TDM va être demandé.
Il va être réalisé par un manipulateur en électroradiologie sans difficulté. Le patient, dans les suites de l'examen, va être réinstallé dans son fauteuil et placé en salle d'attente. Et en salle d'attente, malheureusement, il va chercher à se lever seul et chuter. Dans les suites, il va présenter un traumatisme cervical important et sera diagnostiqué une fracture C2. Malheureusement, il présente également aussi d'autres comorbidités et son état va rapidement se dégrader et il va finir par décéder. Alors, c'est un dossier qui est arrivé à l'amiable à la MACSF, pour lequel le fils du patient, son ayant droit, finalement ne donnera pas suite. Mais on a quand même eu un rapport d'expertise amiable défavorable qui a retenu un manquement avéré, sans trop de discussion, du manipulateur en électroradiologie à un défaut de surveillance. Un autre exemple, c'est une patiente de 83 ans qui marche seule avec une canne, qui va se rendre dans un centre de radiologie pour subir un examen tomographique dans les suites d'un cancer du sein. Après l'examen qui va se dérouler sans incident, eh bien, la patiente va être aidée par le manipulateur en électroradiologie à descendre de la machine. Il va lui laisser aussi un petit peu le temps de reprendre ses esprits une fois qu'elle sera en position assise, puis lui redonner sa canne. Et tous les deux vont se diriger vers la porte de sortie de la salle d'examen. À ce moment-là, eh bien, la patiente elle va perdre l'équilibre et chuter. Elle va présenter dans les suites une fracture du scaphoïde d'artère à droite qui nécessitera la pose d'un plâtre, et puis également une entorse de la cheville à gauche qui nécessitera la pose d'une amie. Alors, c'est aussi un dossier qui arrive à l'amiable à la MACSF qui n'a pas connu de suite. Pourquoi? Parce qu'après analyse notamment de notre comité médical, eh bien, il a été décidé de ne pas donner suite à cette demande dans la mesure où le malaise présenté par cette patiente, qui a été complètement aidée et accompagnée par le manipulateur en électroradiologie, était imprévisible. Le manipulateur ne pouvait rien faire de plus que ce que la patiente. Et puis un dernier exemple concerne cette fois-ci un dossier qui a un patient de 44 ans, sous traitement anxiolytique important et depuis plusieurs années, qui va se rendre dans un cabinet de radiologie pour subir une IRM du rachis cervical. Il va être pris en charge par un manipulateur en électroradiologie qui va l'installer et réaliser l'examen. Mais suite à l'examen, le patient va se relever probablement trop rapidement et sans aucune aide du manipulateur en électroradiologie. Il va faire un malaise et chuter assez lourdement de la table puisqu'il va présenter dans la suite une fracture tassement de D12. Alors cette fois-ci, c'est un dossier qui est un dossier civil qui est encore en cours aujourd'hui pour lequel un rapport d'expertise défavorable a été rendu. À la fois, il a été retenu un manquement, en tout cas un défaut de prise en charge par le manipulateur en électroradiologie et également par le radiologue. C'est un dossier pour lequel on attend un jugement qui devrait être rendu prochainement. Alors, tous ces dossiers n'amènent pas nécessairement une responsabilité du manipulateur en radio, en électroradiologie ou du radiologue, mais toute chute d'un patient suite à un examen d'imagerie médicale doit être considérée comme un événement indésirable, grave et vital. Ce que les anglo-saxons qualifient de never events. C'est un terme qui me semble vraiment très approprié dans la mesure où ces événements indésirables ne devraient jamais se produire. Alors, 11 des 14 dossiers qui concernent des dossiers de chute qui sont aujourd'hui dans l'observatoire du risque concernent des personnes âgées. Et un de ces dossiers concerne une personne obèse. Ces chiffres mettent en avant la nécessité, et vous le savez, de redoubler de vigilance et d'assurer une surveillance renforcée pour la prise en charge de ces patients à risque. On le sait, les personnes âgées sont plus facilement sujettes à des troubles de l'équilibre. Donc, on redouble de vigilance sur ce point. On fait aussi attention à l'état de santé du patient, à ses antécédents médicaux, à ses traitements médicaux, aux fragilités aussi particulières propres à chaque patient, comme par exemple des patients en surpoids ou obèses. Alors, ce qui est possible de faire, c'est de prévoir un accompagnement constant de ces personnes, que ce soit avant et après la réalisation de l'examen. Ça peut être une solution adéquate. Si la thématique des chutes des patients reste malheureusement une des constantes de la personne âgée, il ne faut pas négliger non plus que d'autres facteurs peuvent influer sur ces risques. Il faut les prendre en compte et les rechercher dans une démarche collective. Par exemple, il va falloir, avant de réaliser un examen d'imagerie médicale, et bien savoir si le patient prend des médicaments, comme le cas du troisième dossier que je vous ai présenté du patient sous traitement anxiolytique. Également faire attention à la diminution
récente ou transitoire de la mobilité, ou encore de la verbalisation du patient, quel que soit son âge d'ailleurs, et bien de la peur de chuter ou la peur de faire un malaise. En conclusion, il existe des actions de prévention qui aujourd'hui ont fait la preuve de leur efficacité et il convient chaque fois que c'est possible de le définir collectivement, et j'insisterai sur ce terme collectivement. Il faudrait que ce soit une décision, en tout cas la mise en place de ces actions qui soit décidée en équipe et adaptée évidemment à la structure et à l'organisation de la structure dans laquelle exercent les manipulateurs en électroradiologie. L'essentiel, c'est de pouvoir identifier des barrières de prévention qui vont permettre de mettre en œuvre d'être mise en œuvre pour prévenir tout incident et notamment le risque de chute. Merci Margot. Bonjour, je suis Joël Comte, formateur et responsable pédagogique à l'IFMEM du CHRU de Nancy, et je vais vous présenter ce soir un nouvel acteur dans l'environnement professionnel des manipulateurs, ce qu'on appelle le CNP, le Conseil national professionnel des manipulateurs radio. Dans un premier temps, nous allons donc voir sa genèse, comment s'est créé ce Conseil national professionnel. Alors, il faut savoir que c'est parti d'une volonté de l'État, du gouvernement, enfin, du ministère, de créer des conseils nationaux professionnels pour toutes les professions médicales et paramédicales. Donc c'est en début janvier 2019 qu'est sorti le décret qui relatif donc aux missions, à la composition, au fonctionnement des conseils nationaux. Et donc nous nous sommes emparés de cela pour pouvoir par la suite créer ce conseil national professionnel qui résultait donc d'une obligation ministérielle. Nous avons donc regroupé les principales associations liées à nos activités, à savoir l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie, la HPPE, le comité d'harmonisation des centres de formation de manipulateurs, le CHC-FMEM, l'AFTMM, l'Association française des techniciens de médecine nucléaire, et enfin l'APT pour l'Association de la promotion des techniques d'électrophysiologie. Donc ces 4 associations sont constitutives du CNP, qui est donc elle-même une association, et c'est le 15 mai 2019 que nous avons fait la première réunion constitutive avec les 15 membres que constitue ce CNP. Nous avons donc établi les statuts de cette association et son règlement intérieur conformément à
association selon la loi française de 1901 et nous avons déposé nos statuts. Et cette association a été reconnue au niveau de l'État puisque nous sommes officiellement reconnus par un arrêté ministériel du 20 mai. Alors là, je vais vous montrer les photos de cette première réunion du 15 mai qui constitue donc le conseil d'administration du CNP où on voit là autour de la table ronde où ont été posées les premières bases du fonctionnement de ce conseil national avec les différents membres donc qui viennent de différents horizons propres à chacune des associations constituées. Voyons maintenant son fonctionnement. À partir des 15 membres, nous avons donc désigné un bureau exécutif constitué de 4 personnes. Nous avons élu Séverine Moina, présidente du CNP pour un mandat de 3 ans. Donc, Séverine vient de l'association l'AFTMN et elle est le cadre supérieur de département à l'APHP. Ensuite, il y a donc moi qui représente la SPPE. Je suis donc vice-président du CNP. Le secrétaire général est Franck Maurice, cadre supérieur et responsable pédagogique de l'IFMEM de la PHP. Et enfin, Sylvie Trézal-Morose, qui est la trésorière du CNP et qui est responsable pédagogique du DTS de Franck-Onze. Nous fonctionnons comment notamment avec nos principaux moyens de communication sont notre site, que vous pourrez trouver à la page avec cnpmem.fr, et également avec la page Facebook qui constitue donc nos principaux moyens de donner de l'information, mais également principaux moyens pour recevoir des avis ou être contactés. Quelles sont nos missions? Les missions initialement étaient principalement orientées vers ce qu'on appelle le DPC, le développement professionnel continu. Le 31 juillet 2019 sont sorties les dernières orientations prioritaires du DPC auxquelles nous avons participé parce que c'est ce CNP qui les a rédigées. L'ANDPC, l'Agence nationale du DPC, on a retenu 4, nous en avons proposé plus que ça. Ces 4 sont les pratiques en scannography, le fonctionnement d'un appareil de radiothérapie, la radioprotection et la magnétoprotection, et également les pratiques interventionnelles radioguidées. On remarquera que dans ces principales orientations, on retrouve la gestion des risques, notamment des risques envers les patients, avec par exemple la radioprotection. Quelles sont les autres missions? Parce qu'au-delà de ce DPC, le fait d'être l'unique interlocuteur maintenant permet de façon officielle de pouvoir désigner des experts face à des demandes d'une autre. Également, nous avons comme mission de définir les référentiels métiers, les guides et recommandations professionnelles. Nous voulons promouvoir la recherche dans les différents domaines liés à nos activités, promouvoir les évolutions professionnelles et accompagner les réflexions qui tournent autour de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Si on prend cette activité de promouvoir les évolutions professionnelles, on peut dire que sur ces derniers temps, nous avons été auditionnés par l'IGAS. Je pense qu'il ne nous a pas échappé que Olivier Véran a missionné l'IGAS pour mener une réflexion sur la profession de manipulateur radio. Et donc nous avons participé au niveau en tant que CNP à ces auditions. Nous échangeons également avec les autres conseils nationaux professionnels, médicaux, donc de radiologie, de médecine nucléaire, de radiothérapie, afin de réfléchir ensemble sur les évolutions du métier, la problématique de la démographie actuelle, etc. Et nous sommes donc interlocuteurs privilégiés pour les tutelles et organismes d'État, tels que le ministère de la Santé, l'HAS et l'ASN. Alors, en résumé, vous voyez que le CNP est un organisme qui est nouveau, qui est encore peu ou mal connu, et qui est un organisme important dans la représentation de la profession. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur le site ou sur la page Facebook. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'AFPPE. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le collège scientifique. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Le collège scientifique a été créé en octobre 2011, projet notamment porté par Dominique Zéroux, fidèle adhérente depuis de très nombreuses années. Les premières missions du collège scientifique furent d'accompagner la mise en place du développement professionnel continu, notamment via l'évaluation du contenu des formations.
Il s'agit d'un organisme indépendant. Ça signifie que les membres du collège scientifique ne peuvent pas avoir de responsabilité dirigeante au sein de l'association. Ainsi, le collège scientifique n'est pas un organisme de surveillance ni un organisme décisionnel. Il est composé de manipulateurs issus de chaque spécialité de la profession afin d'être réellement représentatif. Il est ainsi piloté par une secrétaire et un coordinateur. L'ensemble de ses membres sont des adhérents bénévoles motivés par la promotion du métier sous des aspects scientifiques afin de faire vivre la science sur leur temps libre. Mais quels sont les objectifs aujourd'hui pour le collège scientifique? Voici les rôles et missions actuelles. L'évaluation des formations, œuvrer dans le processus d'organisation et d'animation du champ scientifique, répondre à des demandes d'avis de la part du bureau national dans le domaine scientifique, et enfin accompagner la FPPE à se positionner en tant que société savante. Mais qu'est-ce qu'une société savante? Pour 5 critères. Une société savante assure la mémoire du métier, assure une veille scientifique, produit de la recherche, communique et diffuse du savoir, et enfin dispense des formations. Pour assurer la mémoire du métier, l'AFPPE produit et archive la revue Le Manipulateur. Afin d'assurer également une veille scientifique, vous pouvez constater l'envoi mensuel de la newsletter scientifique. Il s'agit d'une sélection de 5 articles réalisés par les membres du collège scientifique au sein de l'actualité en cours. Produire de la recherche et assurer son soutien, la FPPE a mis en place différents moyens. À l'aide de prix tels que le prix SFR AFPPE ou Serge Mot et la bourse de recherche AFPPE. Le collège scientifique va être présent dans ces différents prix afin de valider dans un premier temps les dossiers et lettres d'intention, puis de procéder à une évaluation rigoureuse des différentes candidatures afin de sélectionner le lauréat. La communication et la diffusion du savoir, il s'agit de l'archivage des articles de la revue sur la plateforme de littérature scientifique en santé, notamment par l'évaluation des articles par les membres du collège scientifique afin de les sélectionner, et la création d'un thésaurus spécifique aux manipulateurs radio par spécialité afin de faciliter l'attribution de mots-clés lors de la réalisation d'articles scientifiques. Dispensation des formations, la FPPE organise de très nombreux congrès. Là encore, le collège scientifique intervient tout d'abord en préalable par l'évaluation des abstracts et enfin a posteriori via la sélection des meilleures communications. Ainsi, si vous êtes passionné, motivé, plein d'idées, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et avancer tout ensemble. À bientôt. Alors, bonjour à toutes et à tous, Benjamin Thieria, je vais faire une présentation tout à l'heure et je vais être un des animateurs de cette table ronde. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, Sandrine Brunto, je représente la FPPE en tant que la secrétaire générale et je tiens à excuser Mathieu Cabi qui est actuellement retenu pour une réunion professionnelle. Je crois qu'on a Alfredo mais qui n'est pas connecté. Ah si, ça y est. Bonsoir Alfredo, bonsoir Benjamin. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, écoutez, bravo à toutes et à tous, en tout cas pour vos présentations qui sont diverses et très intéressantes. Je vous rappelle, pour ceux qui nous suivent, que vous pouvez poser vos questions dans le chat et que les orateurs y répondront lors de cette table ronde. Donc, on commence les questions ?
Action. Action. Alors, tout d'abord, pour Benjamin, les examens TDM des coronaires peuvent-ils supplanter la coronarographie? Oui, alors c'était une question très pertinente et qui va se poser de plus en plus de par l'arrivée de ces technologies. C'est ce que j'illustrais dans la communication. On va se retrouver avec un scanner qui maintenant va être facilité, rapide, qui a l'avantage de ne pas être invasif et très peu irradiant. Donc clairement, on va se positionner face à la coronarographie comme une alternative qui est sérieuse, avec l'inconvénient, ce que je disais, c'est de ne pas pouvoir faire de traitement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir uniquement faire du diagnostic. Alors après, il va falloir trouver sa place parmi les indications. Mais dans certaines indications où la coronarographie n'engendrait pas de traitement, clairement, le scanner sera une alternative qui sera meilleure. Donc, on ne va pas utiliser le terme de supplanter la coronarographie pour ne pas se froisser avec nos collègues cardiologues. Mais clairement, ça va être un atout de choix et charge à eux de savoir aussi l'intégrer dans leur prise en soin. Après, on m'avait posé une question sur la durée d'examen. Un coroscanner, maintenant, en routine, avec une équipe qui est bien rodée, ça va représenter une dizaine de minutes en salle, pas plus. Bon, sans compter autour, éventuellement, la préparation patient en cabine, le fait de le rassurer, voire de le surveiller. Comme on achète quand même des bêta-bloquants, dans certains services, on peut mettre en place une petite surveillance post-examen pour s'assurer qu'il n'y ait pas du tout d'effets secondaires ni d'inconvénients pour le patient. Très bien. Oui, une autre question toujours en lien. Les cardiologues se mettent-ils au coroscan? Alors ça va être une question qui va être compliquée. Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on n'a a priori pas de cardiologue parmi les personnes connectées. Donc, on va pouvoir prêcher pour notre propre paroisse. Les cardiologues sont un peu frileux de la part du coroscanner parce que ça va être géré par des radiologues pour le coup. Le cardiologue ne va rien pouvoir faire face à l'examen. Ce n'est pas lui qui va les interpréter. Lui, il bénéficiera que du compte-rendu. Donc, ça va vraiment être centre dépendant. Chez nous à Nancy, on a l'avantage d'avoir de bons rapports avec la cardiologie. Donc, on a de plus en plus d'indications, même si pour l'instant, ça reste marginal avec seulement une vacation qui va être dédiée au coroscanner. Ça va être une matinée, donc ça ne représente pas encore un volume de patients important. Mais comme je disais, dans les années à venir et au fur et à mesure que le parc d'imagerie et notamment l'ensemble des scanners vont pouvoir bénéficier des technologies d'intelligence artificielle, au fur et à mesure, naturellement, finalement, le scanner va se faire sa place et on va de plus en plus travailler avec les cardiologues et ce sera eux qui, au final, seront demandeurs. Oui, c'est ce qui se passe pour Poitiers, en tout cas, les cardiologues se sont mis au coroscan. Toujours en lien, combien d'examens coronaires effectuez-vous dans votre service par mois et avez-vous constaté une augmentation de la demande? Alors après, ça va être difficile à chiffrer précisément. Les coronaires purs, on va avoir donc 7 vacations dans la semaine qui va représenter une vingtaine de patients, on va dire, et quelques coroscanners étalés par-ci par-là. L'inconvénient qu'on va avoir avec cet examen, c'est une question que j'ai vu passer aussi, c'est que tous les radiologues ne vont pas forcément interpréter ces examens. Ils vont chacun avoir leurs préférences et je pense que c'est ce que tout le monde rencontrera dans son service. Et donc, certains radiologues vont être plutôt frileux à interpréter ces examens et d'autres, au contraire, vont se spécialiser là-dedans. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on a un volume, nous en tout cas, donc on va tourner à 20-25 coroscans par semaine. Donc, sur un mois, ça fait déjà une centaine d'examens, ce qui est quand même un bon chiffre. Mais ce nombre d'examens, il sera vraiment conditionné par le fait que les radiologues vont ou ne vont pas interpréter ces scanners et se lancer dans cette spécialité. Donc une autre question toujours en lien. Avec l'arrivée des habilitations, pourrons-nous avoir des équipes avec beaucoup de rotation entre les professionnels? Les coroscanners ne seront-ils pas compliqués à réaliser? Alors ça, c'est une très bonne question. Si je prends l'exemple tout simplement de l'équipe qui est en place à Nancy au CHRU, donc Bravo Adulte, c'est une équipe qui est polyvalente, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe va tourner sur différentes modalités, à minima le scanner et l'imagerie la radiologie de projection. Parmi cette équipe, la moitié de l'équipe va être aussi amenée à faire soit de l'IRM ou de la radiologie interventionnelle, ou les deux. Donc effectivement, le fait de ne pas tourner régulièrement sur une modalité, ça demande un effort d'adaptation.
Et ce que je disais dans ma présentation, c'est que finalement, tout ce qui est mis en place avec l'automatisation va permettre de faciliter l'utilisation de l'appareil déjà par l'usager et aussi de limiter le risque d'erreur. Donc au final, pour le professionnel en tant que manipulateur, c'est là qu'on va retrouver vraiment notre rôle de soignant, parce que ce qui ne pourra jamais être remplacé par un logiciel ou une intelligence artificielle, ça va être le fait de préparer notre patient, de le rassurer, de lui expliquer l'examen et de gérer les éventuels aléas qu'il va y avoir pendant l'examen. Donc ça, finalement, tout le monde sera capable de l'avoir, même sans tourner régulièrement. Par contre, bien évidemment, ça reste un examen qui est stressant pour les personnes qui vont le réaliser, puisqu'on peut penser que c'est compliqué, etc. Mais vraiment, si on y va sereinement, qu'on prend le temps, on se rend compte qu'avec ces outils, il n'y a pas de grande crainte à avoir. On va avoir très peu d'examens qui seront loupés et qui engendreront la nécessité de recommencer. Ça va être très, très marginal. Très bien. Une question pour Alfredo. Est-ce que le travail réalisé par Bicêtre sur les scanners thoraciques low-dose a été mené également sur les enjeux scanners thoraciques? Et si oui, à quel niveau de PDL êtes-vous arrivé? Oui, j'avais lu la question. Alors celle-là, Joël l'avait posée aussi. Alors, pour l'enjeu scanner, c'est à la limite plus simple de diminuer les doses, pour avoir un meilleur contraste, on diminue la tension. C'est ce qu'on apprend à l'école et c'est ce qu'on met en pratique au scanner. Alors après, pour parler spécifiquement de l'enjeu scanner chez nous à Bicêtre, ça dépend aussi des machines qu'on a, forcément. Nous, on a un PDL moyen d'environ 150 mg/cm pour les enjeux scanner. Notamment, là, on est en train de faire une petite étude là, sur toute la période Covid qu'on a vécue la deuxième vague, pardon. Donc, 145-150 mg/cm en moyenne pour 35 ml injectés d'iode, voilà, poussés par de l'eau. Donc, c'est beaucoup plus facile puisqu'on diminue la tension en diminuant le PDL. Après, on est toujours très dépendant de la machine qu'on a. Voilà, on a la chance d'avoir une machine récente qui nous permet de réaliser ce genre d'examen. A contrario, donc, quand on fait des scanners sans injection, donc là, la technologie n'est pas la même, les réflexes ne sont pas les mêmes, ce n'est pas forcément en baissant que la tension, comme on l'a dit, il faut baisser la tension et l'intensité, ou alors l'autre technique qui était la basse dose à haute tension. Ce sont deux façons différentes d'optimiser les examens. Voilà. Une pour bien diminuer l'irradiation, l'autre pour diminuer les radiations et améliorer le contraste. Très bien. Par rapport toujours au scanner et puis malheureusement à la situation qui nous touche tous, est-ce que le variant est scanographiquement différent du Covid-19? Et sinon, est-ce qu'il a été envisagé des études sur Paris ou principalement à Bicêtre? Alors, nous non, je n'ai pas connaissance de ça, sachant que le variant, pour le repérer, a priori, pour l'instant, ça reste la PCR et toutes les analyses biologiques qu'on peut faire. J'en profite pour répondre aussi à la question. Il y avait une question qui disait si on pouvait affirmer la présence de Covid au scanner. Bien évidemment, on dit, le radiologue, quand il interprète le scanner, dit que l'image est compatible, le scanner est très évocatrice, Covid, est très évocatrice du Covid, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Alors après, forcément, dans le contexte qu'on est en plein milieu de l'épidémie, quand il y a des images typiques qui arrivent, on peut l'affirmer presque, de façon avec beaucoup de conviction. Mais le diagnostic final se fait toujours avec la PCR ou maintenant les autres moyens qu'il y a d'identifier la Covid. Mais alors après qu'il y ait des différences, en tout cas, entre les variants et l'effet des variants sur le patient, alors là, je ne pense pas. Enfin, après, peut-être que quelque chose sera fait, hein, mais ça reste quelque chose de trop récent aussi pour qu'on ait du recul et un comparatif. Et il faudrait un nombre de patients vraiment conséquent. Pour l'instant, vous n'avez pas eu de patients identifiés PCR Covid avec le variant. Alors, il paraît qu'il y a un début de cluster. Il y aurait un début de cluster, ça date d'il y a une semaine.
Mais voilà, j'en sais pas plus. Ok. Mais malheureusement, apparemment, on commence à être touché. Eh oui. Alors, une question sur, alors vous pouvez y répondre tous les deux, ou faire de la haute tension et faible intensité sur un enjeu scanner pulmonaire, est-ce possible? Non. Alors là, du coup, de toute façon, que ce soit mon sujet ou celui sur le Coroscan, hein, c'est toujours les mêmes principes. C'est que, justement, ces petites choses qu'on apprend à l'école et qu'on met en pratique dans la radiologie standard et qui est exactement la même au scanner, qui est que pour avoir un bon contraste dans de l'os ou avec des vaisseaux qui sont injectés, il faut diminuer la tension pour augmenter le contraste. Donc non, la technique d'augmenter la tension et faire de faibles millis pour diminuer l'exposition lors d'un scanner sans injection est vraie. Lorsqu'on passe à des phases avec injection, comme pour l'os, donc c'est le même principe, c'est diminuer la tension de façon à ce que le contraste soit le plus rehaussé possible. Donc là, c'est clair. Et pour le coroscanner, c'est exactement la même chose. Bien sûr, on est toujours dépendant du morphotype du patient. Alors, quand on a des patients très sveltes et très élégants et qu'on peut les scanographier à 70, 80 kV, 90, maintenant, il y a des machines qui permettent d'avoir des paliers tous les 10 kV, eh bien, on aura toujours un meilleur résultat au niveau du contraste que si on les scanographiait à 120, 130 ou 140. Voilà. Donc là, c'est clair et définitif. Ok, pour la réponse. Je confirme ce qu'a dit Alfredo, puis on a aussi la quantité de produits de contraste qui va forcément être impactée par l'utilisation de la tension. Là, avec des basses tensions, on va pouvoir réduire encore notre quantité d'injection. Il y a Sandrine Payen qui nous a rejoint. Alors, je ne sais pas si elle est connectée en vidéo et en son. Donc, Sandrine Payen, pour rappel, a obtenu le prix de la meilleure communication lors des JFR virtuels 2020. Voilà, je crois qu'elle se connecte. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez, ça va? Oui, ça va. D'accord. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Ok, je suis sur mon portable en fait, donc... Okay. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions pour vous concernant l'apport de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des images scanographiques. Mais peut-être que du fait que vous soyez connectés, des questions vont arriver. Donc, pour le moment... si, là, il y a une question. Est-ce que, Benjamin, tu pourrais réexpliquer le protocole de Coroscanner? Alors, quelle partie? Alors là, je n'ai pas de détails. Alors, est-ce que c'est la prise en charge du patient ou voilà. Moi, je viens réexpliquer. Après, sinon, j'invite la personne. Je vais mettre mon mail dans le chat et elle peut me contacter aussi. Et je serai ravi d'échanger avec elle. Il n'y a pas de souci pour en discuter. Même les paramètres, après, pour aller plus en détail. C'est vrai que ma présentation était très synthétique là-dessus. Mais je serai ravi d'échanger avec elle en privé. Je vais mettre mon mail dans le chat. Oui. La question vient juste d'être posée. Donc, peut-être que voilà, la personne va pouvoir compléter sa question. Moi, j'avais une question pour Sandrine Payen, d'ailleurs. On travaille sur la même machine, visiblement. C'était la présence d'artefacts ou d'images reconstruites avec justement l'utilisation du délire. C'est vrai qu'on avait pu avoir certains cas, nous, notamment sur les membres inférieurs, dès qu'on utilisait des reconstructions frontales. Alors, est-ce que vous aussi, dans votre service, vous avez pu constater, même dans cette étude-là, la présence d'artefacts ou d'images reconstruites, donc par l'utilisation du délire? Non, pas du tout. Je suis surprise de la question. Pas du tout. On est assez content du délire. C'était vraiment des images de très haute qualité. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette étude, en fait, puisqu'on avait été habitué sur les reconstructions itératives. Et quand on a eu le délire, on s'est dit, mais mince, on trouvait que la qualité d'image était vraiment très belle. Donc, on a voulu, en fait, vraiment
justifier visuellement ce que nous on voyait, ce que les radiologues voyaient, en faisant cette étude sur la qualité de l'image et sur la déviation standard, sur la dose. Mais j'ai pas du tout de notion d'artefact. Sur c'était juste pour confirmer aussi n'importe quel examen. Les impressions. Ok, ça marche, merci. Une nouvelle question par rapport donc au Coroscan. Est-ce que au niveau de la prise en charge du patient, vous avez mis des choses particulières pour optimiser la prise en charge du patient avant l'installation sur la table pour gagner du temps? Alors, pour le coup, la seule chose qu'on peut faire vraiment pour gagner du temps, et ce qui est valable pour tous les examens, hein, dans tous les cas, ça va être la préparation somatique, c'est-à-dire bien expliquer au patient ce qu'on va lui faire, déjà pour éviter le stress. Et c'est d'autant plus vrai pour le Coroscan, comme le stress va avoir un impact direct sur la fréquence cardiaque. Au final, un patient stressé va battre rapidement. Donc ça, déjà, ça va être un problème. Ça peut des fois jouer sur l'utilisation ou non de bêta-bloquants. Un patient qui, sans stress au repos, serait à 60, s'il se retrouve à 80 à cause de toute l'angoisse qu'il peut avoir, du coup, va avoir une injection de bêta-bloquant qu'il n'aurait pas forcément eu le cas échéant. Donc voilà, il n'y a pas de préparation spécifique pour le coroscanner, en tout cas, mais il faut vraiment être vigilant à la préparation somatique. Pour le coup, c'est ça qui va jouer. Et dans le coup, l'utilisation des bêta-bloquants, est-ce que vous le faites souvent? C'est toujours pareil, l'utilisation des bêta-bloquants, ça reste quand même quelque chose où, d'un point de vue médical, il faut que ce soit validé. Ce n'est pas de toute façon le manipulateur qui va réaliser de son propre choix l'injection des bêta-bloquants. Donc, quand on va avoir un radiologue, effectivement, par exemple, sur une vacation dédiée, un radiologue qui va être très investi et qui gère la chose, c'est lui qui va prendre la décision, il est sur place. Donc, bien souvent, le bêta-bloquant, ça va être pour tous les patients qui vont être au-dessus de 60 de battements, de fréquence cardiaque. Après, on va se poser le problème éventuellement des vacations où le senior ne va pas être très friand de l'imagerie cardiaque, où l'interne de vacation, clairement, est aussi un petit peu en difficulté là-dessus. Donc là, ces patients-là, nous, on ne va pas prendre l'initiative de les bêta-bloquer en tant que manipulateur. On peut suggérer le fait de le faire, mais ce n'est pas une pratique courante dans le service. Voilà, on n'a pas défini de palier, c'est un petit peu au cas par cas, et notamment si la fréquence cardiaque dépasse les 60. Alors, j'ai vu que dans d'autres centres, il y a des bêta-blocages, d'utilisation de bêta-bloquants systématiques, sauf contre-indication. Effectivement, la question, elle se pose, et ce qu'il faut faire, c'est mettre en place vraiment des paliers et des seuils, simplement des équipes, comme ça on peut s'y référer, et même si c'est un médecin qui n'est pas familiarisé avec la chose, au moins il peut se fier à ce référentiel. Si je peux juste rajouter un petit mot par rapport à quand on demande les protocoles des patients pour les coroscanners ou autres. Dans le monde de la technologie aujourd'hui, j'ai l'impression justement que d'une part, la relation au patient est évaluée et réduite à son strict minimum, et les gens ne sont pas du tout, ou très peu, conscients de l'importance que peut avoir une bonne préparation. Donc effectivement, les gens des fois sont accaparés par le côté technologique, on va dire toutes les options que peuvent proposer les constructeurs, alors que dans notre travail au quotidien, la bonne préparation du patient, c'est-à-dire, alors pour le coroscanner surtout, notamment un cathéter vert au pli du coude, et pas chercher à se contenter d'autres choses parce que le patient descend déjà avec une perfusion au dos de la main. On sait qu'on aura beau avoir la plus belle machine du monde, ça ne marchera pas. C'est identique pour l'angioscanner. Le fait d'avoir discuté avec le patient, d'avoir expliqué l'examen, que tout le monde soit OK à l'instant T, tout ça, c'est du temps humain, du soin, de la préparation, de la psychologie. Et pour moi, en tout cas, sur mon vécu, c'est peut-être 50% de la qualité de l'examen au final, qu'on n'aura pas à refaire, qui sera bon d'emblée, donc pas de répétition des examens, qu'on aura, entre guillemets, si possible, démystifié l'examen, démystifié le site de la radiologie, essayer de rassurer le patient autant qu'on peut, parce que bien sûr, il y a des patients qui sont vraiment très, très stressés. Mais tout ça, en fait, des fois, c'est pas sorcier. Voilà.
les gens, j'ai l'impression que dans le monde où on est, surtout nous chez les manipulateurs, avec l'extrême technologie qu'il y a autour de nous, les gens, ils ont tendance à sous-estimer une bonne préparation de l'examen. Le coroscanner en est l'exemple typique parce que tous ces petites choses aléatoires, l'état du patient, l'abord veineux, la façon dont on va réaliser, comment on se comporte avec lui, va jouer, pour moi, c'est la moitié de l'examen et éventuellement la moitié de la qualité. Donc voilà, après forcément on est toujours aussi très dépendant des machines. Je pense que Benjamin aura le même avis, c'est que voilà, toutes ces choses-là font partie du protocole. Et le truc de dire on fait ça systématiquement, alors je porte aucun jugement sur les gens qui bêta-bloquent systématiquement. Maintenant, ça va à l'encontre, pour moi, du bon sens. C'est-à-dire faire quelque chose de systématique alors que le patient n'en a pas besoin. Où est la justification de ça? Et si on se rapporte, on va dire, aux recommandations, qui est de faire le juste examen au bon patient avec la bonne dose d'iode et la bonne dose de rayon, y compris la bonne dose de bêta-bloquant, s'il y en a besoin, en fait, on sort totalement du côté systématique. Voilà. Voilà pour mon avis, et ça reste de la philosophie autour de l'examen, mais c'est une philosophie qui, pour moi, est primordiale. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la base du métier de manipulateur. Parce que certes, manipulateur, c'est la technologie. Bien évidemment, c'est ce qui ressort souvent. Mais c'est aussi faire le lien entre la technologie et le patient. Et ce lien-là, il passe impérativement par le contact humain. Et c'est ça qu'on a parfois tendance à oublier, notamment quand on impose des rythmes d'évacuation assez soutenus. On enchaîne les patients. Voilà, effectivement, la machine est capable de le faire, mais il ne faut pas négliger l'humain. Et alors, peut-être que chacun verra ça dans son service, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça peut faire peur à certains manipulateurs. On a entendu des discours là-dessus. Est-ce qu'on va nous remplacer, etc. Une machine sera capable de faire des choses. Il n'y a aucune machine qui sera capable, à l'heure actuelle, de remplacer ce côté humain. Et on peut remplacer, alors attention, on peut remplacer un radiologue. On peut faire des logiciels qui interprètent des images. Ça, c'est déjà fait, ça existe. Bon, voilà. À l'heure actuelle, on ne peut pas remplacer un manipulateur. Voilà, il faut préparer le patient. À préparer le patient, ce n'est pas que poser une perfusion, parce que des fois, on entend ça aussi. Préparer le patient, c'est une relation à bâtir sur un intervalle de temps qui est certes réduit, mais qu'il ne faut pas négliger. Chaque patient compte, et ce n'est pas juste une matière première qu'on va mettre dans une machine. Voilà. Le patient, c'est un être humain, et il ne faut pas négliger effectivement tout cet aspect de la profession qui est là l'essentiel et l'irremplaçable. Tout à fait. C'est magnifique, c'est une belle conclusion parce que ça m'amène à rajouter que s'il y a une façon, des fois on parle de la valorisation de notre métier ou de pouvoir séduire les jeunes ou des choses comme ça, ou l'attractivité de notre métier, ça passe par là. C'est-à-dire si on doit si on doit mettre en valeur quelque chose, c'est effectivement ce juste milieu qu'on a entre la technologie et le côté proximité du patient, soin qui, comme le disait Benjamin, est totalement irremplaçable. Mais c'est à nous de le valoriser et de le mettre en avant. C'est ça. Dire que voilà, notre côté soignant, il est là aussi pour gagner du temps sur le temps d'examen grâce à une bonne préparation du patient. Pour conclure là-dessus, j'avais juste une phrase que j'avais trouvée excellente d'un radiologue que je place de temps en temps, et je trouvais qu'elle était magnifique. Il disait simplement que dans le monde de la radiologie actuelle, on est dans un monde de production industrielle de l'image, alors que chaque patient devrait avoir droit à une œuvre artisanale. Tout à fait. Et j'ai trouvé cette image magnifique. Donc, elle n'est pas de moi, mais voilà, j'aime bien la placer. Pour revenir sur une question encore sur l'injection des bêta-bloquants, est-ce qu'elle est toujours faite par une prescription médicale et jusqu'à quelle dose d'ampoule peut-on injecter au patient? Alors bien évidemment, de toute façon, ça restera une prescription médicale. De toute façon, comme l'injection de produits de contraste ou tout ce qu'on peut être amené à faire en tant que manipulateur. Mais chez nous, par contre, il a été choisi de se limiter à une ampoule. C'est avec le Brevibloc, par exemple, avec le dosage qu'on a, c'est une ampoule par patient. On laisse agir, idéalement quand même 1 à 2 minutes. On attend un petit peu que ça fasse effet tranquillement. On ne brusque pas le patient en injectant, en continuant d'injecter jusqu'à ce que ça descende. Et ensuite, on fait l'examen. Voilà, on ne s'amuse pas à continuer d'injecter du bêta-bloquant.
le risque d'injecter une dose forte de bêta-bloquant, c'est après, derrière, il faut bien garder son patient en surveillance le temps que tout se rétablisse à la normale, quoi. Et ça augmente aussi le risque de complications. Oui, avec tous les risques, voilà, d'effets secondaires qu'il peut y avoir derrière. Une autre question par rapport au TDM thoracique low dose. Est-ce qu'on peut avoir une idée des paramètres kV et milliampères? Oui, alors là encore, on est toujours lié, pieds et mains liés à la machine qu'on a. Et derrière, au radiologue qui interprète. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à cette problématique qu'on a, nous, les manipulateurs, d'être des exécuteurs. Donc, moi, je vous ai décrit ce qu'on a fait à Bicêtre, mais qui s'est fait forcément en accord avec les radiologues. Si le manipulateur descend les constantes en disant j'ai fait un scanner thoracique low dose parce que pour le Covid, c'est bien, donc ça a été prouvé, c'est bien. Maintenant, si le radiologue qui interprète n'est pas d'accord, c'est pas bon. Donc, et les indications qu'on donne, en tout cas, donc nous, ce qu'on a fait, en gros, ça fait 140 kg pour nous qui avons retenu la haute tension, la basse dose, pardon, à haute tension, donc 140 kg, et en moyenne 20, 30, 40 masses. Voilà. Ça reste ce qui est acceptable pour les yeux de nos radiologues sur notre machine. En l'occurrence, on en a deux, mais voilà, sachant qu'en fonction des machines que vous avez, donc moi, je vous donne un exemple concret. On a une machine, donc le Drive de Siemens, le Somaton Drive, qui a ce qu'on appelle un filtre en étain. Donc, c'est un filtre supplémentaire qu'on connaît tous sur les tubes à rayon X. On a des filtres qui atténuent le faisceau de rayon X et qui atténuent notamment la partie du faisceau qui ne va pas contribuer à la construction de l'image. Donc, Siemens a développé ça de façon plus importante avec un filtre qui est mis sur ces tubes, sur ces machines haut de gamme. Avec cet outil en plus, on a pu descendre encore un petit peu notre niveau d'exposition. Parce que grâce à ce filtre, on retrouve une qualité d'image avec un faisceau plus épuré, si je puis dire. Mais donc maintenant, dire que vous faites 140 et mettez 25 masses et ça sera bien, je ne peux pas le dire parce que ça ne sera pas reproductible sur une autre machine. Voilà. Avec d'autres caractéristiques, qu'on soit bien d'accord. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est se lier par rapport au PDL. Toutes les machines, normalement, mettent ce qu'on appelle le PDL prévisionnel. Et donc, il faut, si vous êtes habitué à avoir, je ne sais pas, 300 de PDL, ben, il faut commencer par essayer d'obtenir 250. Si le radiologue est satisfait et qu'il dit on peut continuer, ben, vous essayez d'avoir un PDL au final de 200. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le radiologue dise non, là, c'est vraiment trop bruité. Bon, pour contrôler un nodule, pour voir du Covid, c'est bon. Pour autre chose, ce n'est pas bon. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut, quand on n'a aucune expérience dans le low dose, c'est comme ça qu'il faut y aller par petits paliers, en descendant, en fonction de la machine qu'on a et de l'acceptabilité des radiologues. Très bien. Je crois que la liste des questions est terminée. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, je crois qu'il y avait juste une journée spéciale pour un des membres du collège scientifique. Oui. Voilà. C'est vrai. Une petite pensée pour elle aujourd'hui. C'est une façon. Pour Dominique. Voilà. Bon anniversaire à Dominique, voilà. C'est bien de faire un petit live comme ça. Ouais. Un bon anniversaire de toute la France. C'est ça. Benjamin, quelque chose à rajouter? Moi, de mon côté, je pense qu'on avait évoqué, on a eu pas mal de questions sur Coroscan, on a fait le tour, et puis j'avais dit ce que j'allais dire, voilà, sur le fait de ne pas oublier notre dimension soignante, qui est et sera encore plus d'actualité dans les années à venir. Tout à fait d'accord. Sandrine, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, très bien, c'était très bien. J'ai pas pu tout suivre parce que j'avais quelques impératifs familiaux, mais très bien. J'ai bien aimé un peu notre petite conclusion sur le rôle humain du manipulateur, surtout. Oui. Que je tenais aussi, qu'on a conclu un petit peu notre présentation sur ça aussi, que c'était important de garder le rôle humain et le relationnel avec le patient qui était important. Donc, ça me va, c'est une belle conclusion. Bon, très bien. Merci à vous tous, orateurs présents et pour ceux qui n'ont pas pu participer ce soir. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui
nous suivent depuis le début des webinaires et qui continuent à nous suivre pour les prochains. Je vous rappelle que vous pouvez donc revoir ce webinaire en live sur Facebook, sur la page de la FPPE nationale. Je tiens aussi à vous rappeler les prochaines dates des webinaires. Donc, le prochain sera le 11 mars pour le manipulateur et les évolutions professionnelles. Et ensuite, on aura en avril le manipulateur à l'IRM et en mai, le manipulateur et la radiologie interventionnelle. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur la page du site. Je vous remercie tous. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée et bon courage dans ce